Comment les plus grands chefs-d'œuvre architecturaux résistent-ils à l'épreuve du temps? Depuis des siècles, archéologues et historiens essaient en vain de percer ce secret. Un nouvel outil nous permet de les recréer en 3 dimensions. Grâce au progrès de la science, nous disposons aujourd'hui d'un scanner capable de numériser ces constructions. Pour la première fois, nous allons tenter d'éclaircir certains mystères parmi les plus anciens du monde architectural. C'est en Égypte que se rend notre équipe d'experts pour comprendre comment ont été bâties les célèbres pyramides. Ici, nous utiliserons notre scanner pour mettre au jour des secrets enfouis depuis plusieurs milliers d'années. Tous les ingénieurs du monde rêveraient d'être à ma place aujourd'hui. Nous verrons comment, en seulement un siècle, le savoir-faire des bâtisseurs des pyramides a évolué de façon radicale. Il y a de quoi avoir le vertige. Nous allons explorer chaque couche de ces ouvrages. C'est ici que la magie opère. De nouvelles perspectives s'ouvrent aux archéologues et certaines de leurs théories pourraient être remises en question. Vous venez de bouleverser nos connaissances. Je vais devoir changer certains passages de ma thèse. Nous allons maintenant circuler au plus profond des pyramides pour mieux comprendre leur signification. La civilisation de l'Égypte antique est l'une des plus mystérieuses de l'histoire. Elle a vu le jour sur les rives du Nil il y a plus de 5000 ans et a dominé cette région du monde pendant plusieurs millénaires. Les pharaons qui la dirigeaient exigeaient de leurs sujets un dévouement sans limite. Ce peuple a bâti pour eux des tombeaux aux dimensions hors du commun. Ces édifices se présentent sous différentes formes et tailles, mais tous étaient à l'époque de leur construction les monuments les plus impressionnants jamais construits. Ils sont le fruit d'un travail d'ingénierie révolutionnaire, marqué aussi par les échecs. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les pyramides sont la preuve des talents de leurs bâtisseurs. La plus extraordinaire d'entre toutes est celle de Khéops, à Gizeh. Elle passionne les spécialistes et attire des hordes de touristes qui ne se lassent pas d'admirer un tel chef-d'œuvre. Quand on aborde le sujet des pyramides, la première qui nous vient en tête est celle-ci, la pyramide de Khéops à Gizeh. Quand on se trouve à ses pieds, on ne peut pas s'empêcher d'être émerveillé, admiratif. Dans l'Antiquité, c'est ce qui s'est fait de mieux en matière d'ingénierie. Grâce à notre scanner, nous allons essayer de porter un regard nouveau sur les techniques employées pour sa construction. Steve Burrows veut comprendre comment les concepteurs de ces monuments ont réussi à perfectionner leur savoir-faire pour construire le tombeau de Khéops, un siècle seulement après l'édification de la première pyramide. Il va donc étudier 3 pyramides plus anciennes qui pourraient renfermer des indices sur cette évolution de l'ingénierie. Il s'intéressera d'abord à la première pyramide jamais construite, celle dite à degrés, pour comprendre comment les Égyptiens ont bâti une structure aussi lourde. Puis il ira voir la pyramide effondrée de Meidoum pour découvrir comment les ingénieurs ont appris de leurs erreurs. Enfin, il examinera la pyramide rhomboïdale pour savoir comment ils ont pu édifier des structures plus imposantes et plus hautes. Il reviendra ensuite dans la pyramide de Khéops et essaiera de comprendre comment les Égyptiens ont réuni toutes ces connaissances pour édifier ce monument gigantesque. Avec ses 146 mètres de hauteur à l'origine, cette pyramide est restée l'édifice le plus élevé pendant près de 4000 ans. À l'intérieur est nichée une vaste chambre funéraire. Pourtant, un siècle plus tôt, les Égyptiens construisaient encore leurs tombes à l'aide de simples briques de terre. Comment ont-ils acquis la technique pour construire la grande pyramide en si peu de temps? Pour l'aider à répondre à cette question, Steve s'est entouré d'une équipe de spécialistes.
Caitlin Stevens et Malcolm Williamson du Centre des technologies spatiales avancées de l'Université de l'Arkansas. Quand on commencera l'analyse des données, on devrait extraire des informations intéressantes. Ça nous permettra de savoir où il faut approfondir les recherches. L'expédition commence à 27 km au sud du Caire, au pied de la pyramide à degrés de Saqqara, dans le désert situé sur la rive ouest du Nil. Il s'agit de la plus ancienne pyramide et du premier ouvrage construit à l'aide de blocs de pierre. Elle est constituée de 6 niveaux et renferme un réseau complexe de tunnels et de salles. Elle a été construite en 2630 avant Jésus-Christ pour le pharaon Djoser. Ici, l'équipe devrait trouver de précieux indices sur la conception d'une pyramide. Nous voilà face au plus vieux gratte-ciel du monde. Vos impressions? C'est pas mal. Et il y a beaucoup d'échafaudage. Il ne faut pas se laisser distraire par la restauration. Je veux observer les entrailles de la pyramide. En plus de l'extérieur, essayez de scanner le plus loin possible à l'intérieur. Chacun se met au travail. Grâce au relevé, Steve va pouvoir comprendre les intentions des pharaons qui ont souhaité faire construire un tombeau en forme de pyramide. J'ai l'impression d'assister à l'émergence de l'ingénierie. C'est une construction réfléchie. On ne s'est pas contenté d'entasser des pierres en espérant que ça tienne en place. Et regardez, elle a résisté au passage du temps. L'édification d'une pyramide est extrêmement complexe. Elle nécessite de grandes quantités de terre et de pierre, des milliers d'ouvriers, une conception d'avant-garde et beaucoup d'ambition. Une fois qu'on a réuni les personnes qualifiées, le savoir-faire et les idées, comment parvient-on à construire ces monuments extraordinaires? Il faut les compétences, une vision et l'imagination nécessaires pour développer des projets différents. Au fur et à mesure, les constructions gagnent en hauteur et en complexité, et quand elles atteignent une certaine taille, il faut une équipe organisée. Il faut aussi des convictions bien déterminées pendant plusieurs années et un système politique stable. Ça démontre qu'il s'agit d'une société hiérarchisée et divisée en plusieurs niveaux. Le pays est dirigé par un homme tout-puissant, et le peuple, dans son ensemble, croit en cette personne. Il est prêt à s'investir dans son projet pendant de nombreuses années, au moins le temps qu'il faut pour construire une pyramide. Chaque pyramide abrite des passages secrets qui mènent à la chambre funéraire. C'est là que reposait le corps momifié du pharaon. On enterrait avec lui des objets de valeur censés l'accompagner dans l'au-delà. On a ainsi retrouvé des statuettes en or, des meubles dorés et de sublimes masques funéraires. Chaque pyramide s'intégrait dans un vaste complexe de temples. Peu à peu, des villes s'installaient à proximité et une activité économique se développait. L'édification d'une pyramide était-elle un projet d'envergure pour les Égyptiens? Il a fallu une quantité astronomique de ressources et beaucoup d'efforts pour transporter les pierres jusqu'ici. Ça a donc nécessité une main-d'œuvre importante pendant plusieurs années. La pyramide à degrés de Saqqara est la première édification de ce type bâtie par les Égyptiens. Parlons de la pyramide à degrés. S'agit-il du premier gratte-ciel de l'histoire? C'est la première construction monumentale en pierre du monde. Jamais un édifice construit par l'homme n'avait autant ressemblé à l'œuvre des dieux. Aujourd'hui, on est tellement habitué à voir des bâtiments très hauts que ça nous paraît normal. À cette époque, est-ce que c'était révolutionnaire? C'était du jamais vu. C'était une révolution. Face à une pyramide, on se dit que celui qui en a demandé la construction devait être très important, que c'était peut-être un dieu. Notre équipe de spécialistes travaille d'arrache-pied. Les premières données commencent à arriver. Nous voici dans notre QG. C'est ici que l'équipe récupère les données enregistrées par les scanners pour former des modèles en 3 dimensions. On a fusionné les différents scans pour obtenir un nuage de points. C'est l'ordinateur qui a produit cette image. On n'a pas survolé la pyramide, ce sont uniquement des données. Des données enregistrées sur chaque face, fusionnées et modélisées. Steve peut déplacer le nuage de points à sa guise et zoomer à l'intérieur de l'image.
il a remarqué quelque chose d'intéressant. Regardez ce point ici. On voit qu'il y a d'abord eu un mastaba. Steve a distingué une liaison structurelle qui indique l'extension d'un mastaba, le bâtiment sur lequel a été construite la pyramide. Le peuple avait l'habitude d'enterrer ses morts. Mais les riches ou les puissants faisaient construire des mastabas, des édifices en briques crues. Ces tombes aériennes de plein pied étaient un lieu d'offrande. Mais le pharaon Djoser a voulu se démarquer. Jamais avant lui, un dirigeant n'avait eu autant de pouvoir, ni une telle fortune. Il a donc choisi de faire construire son mastaba en pierre plutôt qu'en terre. Un seul étage ne faisait pas honneur à sa grandeur. Il a donc demandé une construction en hauteur. Pour les ingénieurs, cela représentait une véritable difficulté. Ils savaient que la structure allait peser sur le sol et que ça risquait de représenter une surcharge. À mesure qu'ils construisaient les étages, ils étendaient le mastaba horizontalement. D'après Steve, l'architecte a dû mettre en place un système de degrés pour s'assurer que le poids de la structure serait soutenu. Le premier niveau a donc été élargi pour étendre la surface au sol et supporter une poussée plus importante. Steve détient une première indication sur l'évolution de la forme de la pyramide. Cet édifice représente la première étape de la création de pyramides. Oui, c'est la première fois qu'apparaît cette forme, l'idée de la pyramide qu'on connaît si bien aujourd'hui. Si le pharaon me demandait d'ajouter 5 niveaux à un mastaba déjà construit, je m'enfuirais en courant. Cette idée d'empiler des couches de pierre très lourdes comporte des risques. Une fois le choc encaissé, j'élargirai le niveau de départ pour répartir le poids sur les fondations. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Si à l'extérieur la pyramide à degrés impressionne, les prouesses d'architecture se cachent surtout à l'intérieur, dans les tunnels qui mènent à la chambre funéraire du pharaon. Une fois les données fusionnées, Steve se rend au QG pour étudier les scans. Habituellement, on voit la pyramide à degrés au niveau du sol ou depuis les airs. On a voulu l'examiner à partir des souterrains. C'est sûrement plus facile de construire en sous-sol plutôt que dans la pyramide elle-même. Ils ont compris que pour bâtir une chambre funéraire sous la pyramide, il valait mieux creuser un souterrain puis créer une sorte de cave. La roche existe déjà. Comme ils ne savaient pas comment soutenir la poussée, ils étaient obligés de construire les salles dans le sous-sol. Cette pyramide est encore debout plus de 4600 ans après son édification, et ce n'est pas pour rien. Le plan a été réfléchi et la construction réalisée avec soin. C'est un bijou d'ingénierie. Pour mieux comprendre comment la partie souterraine a été construite, Steve s'y rend en compagnie de l'architecte et égyptologue français Bruno Deslandes. Les bâtisseurs des pyramides étaient aussi des mineurs. Ces galeries sont très complexes. Nous ne sommes pas dans la pyramide elle-même, mais à 45 mètres sous la surface. C'étaient des génies. Les Égyptiens ont creusé les tunnels et les chambres funéraires à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Dans le recoin d'une chambre, un élément indique à qui tout cela était destiné. On remarque un sceau dans le mortier. On a le nom de l'architecte, Imhotep, et celui du propriétaire des lieux, Djoser. Aujourd'hui, 5000 ans plus tard, on signe des dessins. Eux signaient carrément la construction. Pour éviter que la chambre funéraire ne cède sous le poids de la pyramide, les ingénieurs égyptiens ont exploité leurs connaissances structurelles pour creuser à une très grande profondeur. Ainsi, les galeries seraient naturellement soutenues par le soubassement. L'équipe se rend ensuite à Meydoum, à 80 km au sud du Caire. Cette pyramide est l'une des plus mystérieuses. Elle ne ressemble en rien à celles qui l'ont précédée. Les travaux ont commencé en 2575 avant Jésus-Christ.
Elle a été construite pour Snéfrou, un pharaon guerrier. Dallas s'entretient avec l'égyptologue Peter Brand pour comprendre pourquoi le pharaon a demandé à être inhumé dans une pyramide. C'est une machine à ressusciter. Elle a été conçue pour assurer la renaissance du pharaon dans le royaume des morts et sa vie éternelle. Après avoir vécu 35, 40 ou 50 ans sur cette terre, avec un peu de chance, il vivra pour l'éternité dans l'au-delà. Il faut donc faire en sorte qu'il ait de quoi rejoindre l'autre monde. La pyramide est à la fois le lieu où il nourrit son esprit en se rendant au temple et le vaisseau qui le transportera dans l'au-delà, en empruntant le passage vers le soleil et les étoiles. À l'aide de cette machine, il renaît sans cesse et pour l'éternité. L'aspect de la pyramide avait beaucoup d'importance aux yeux des Égyptiens. Comme ses cousines de Gizeh, celle de Meidoum avait à l'origine un revêtement scintillant en calcaire. Ils ont choisi une pierre de bonne qualité, très lisse et bien blanche. Quand elle était recouverte de calcaire, elle devait être étincelante, non? La lumière du soleil devait la faire briller de 1000 feux. Comme la pyramide représente l'horizon du royaume des morts, la lumière doit se réfléchir dans la pierre. Sa brillance, son éclat, rappellent son lien au soleil, qui était au cœur de la religion. Pour Steve, cette structure peut aider à comprendre comment les Égyptiens ont acquis leur technique de construction à grande échelle. En examinant cet édifice, on espère trouver des indices sur la manière dont les ingénieurs sont passés de la pyramide à degrés à la pyramide classique que l'on connaît si bien. Si vous êtes perplexe, sachez qu'il y a 4500 ans, elle était bien différente de ce que vous voyez ici. Selon les spécialistes, la structure de Meidoum était au départ une pyramide à degrés, qu'on a recouverte d'une enveloppe pour obtenir 4 faces planes. C'était donc la première fois que les Égyptiens construisaient ce type de pyramide. Ce changement représente une grande avancée en termes d'architecture et d'ingénierie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était une pyramide à degrés sur laquelle on a ajouté des faces lisses qui se sont fissurées. Elles ont fini par se détériorer à chaque niveau sur tout le tour de l'ouvrage. Selon une hypothèse avancée par les spécialistes, la pyramide se serait écroulée. Les bâtisseurs n'avaient donc pas encore le savoir-faire nécessaire pour construire une structure aussi ambitieuse. La chute de l'enveloppe expliquerait la présence des tas de sable et de pierre qui entourent la base aujourd'hui. Steve espère trouver des indices sur le possible effondrement du revêtement. Il a remarqué un bandeau de pierre qui serait, d'après lui, un mur de refend qui sert à relier deux objets. Je me suis demandé comment je procéderais si je voulais entourer cette structure d'une enveloppe pyramidale. La bande en pierre qui fait le tour du dernier niveau est un mur de refend. On a retiré le revêtement lisse pour glisser des pierres qui relient la pyramide extérieure à celle déjà construite. Un mur de refend est une surface irrégulière qui offre une prise à la matière. C'est une technique encore utilisée aujourd'hui. Ils ont simplement emboîté la nouvelle pyramide sur l'ancienne. Aux yeux d'un ingénieur, c'est une méthode tout à fait judicieuse. Malgré leur technique innovante, les Égyptiens n'ont pas réussi à transformer l'édifice de Meidoum en véritable pyramide. Mais pourquoi l'enveloppe s'est-elle écroulée? Pour la première fois, la construction va être analysée par un scanner. De prime abord, je dirais qu'un revêtement plus large s'est désolidarisé de la structure interne. J'aimerais savoir pourquoi. Quel était le lien entre cette face verticale et les gravats au sol? Je veux tout savoir sur ces pierres. L'équipe se met au travail. À l'aide de l'appareil à longue portée, Malcolm scanne la pyramide de loin afin d'avoir un plan d'ensemble. Quant à Caitlin, elle est au plus près de l'ouvrage pour tenter de déceler des détails dans la pierre. Au QG, la modélisation de cet édifice vieux de 4500 ans est enfin terminée. Les ingénieurs n'avaient pas prévu que la pyramide ressemblerait à ça. Oui, c'est le premier stade d'un développement en deux phases. Les pierres tombées au sol formaient le deuxième stade. Ils cherchaient un moyen d'assembler une pyramide parfaite sur une structure existante.
Grâce au scan, Steve peut reconstituer les étapes de la conception de la construction et identifier les erreurs commises par les ingénieurs. Malcolm, tu peux zoomer sur ce degré-là? Ils ont cherché à résoudre le problème en construisant ça. Vous voyez la bande de pierre au centre? C'est le mur de refend. Ils ont intégré un mur de refend pour relier la nouvelle pyramide à l'ancienne. L'idée était d'empêcher le glissement de cette enveloppe. Comment ça marchait? Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut choisir l'angle et réfléchir à la manière dont la pyramide extérieure sera soutenue, étant donné que la structure interne est plus verticale. Il faut réussir à les relier l'une à l'autre. On remarque immédiatement cette bande de pierre sur laquelle la couche extérieure devait venir s'accrocher. Mais elle n'est pas restée en place comme prévu. Une partie de sa base est toujours à son emplacement d'origine. En prolongeant deux faces de façon virtuelle, Steve peut déduire ce qui s'est passé. On remarque que les faces reposent sur les angles, ce qui signifie que l'enveloppe était construite tout près du noyau central. Avec la vue en coupe, on va mesurer l'espace entre les deux. Donc tout cet espace était plein. Oui, ils ont superposé les couches du sol jusqu'au sommet. Le problème, c'est le mur de refend qui se trouve ici. Après avoir mesuré l'espace qui sépare l'enveloppe du noyau central, Steve estime que le mur de refend était insuffisant pour solidariser les deux éléments. Le remblai sous le mur s'est tassé et celui situé au-dessus est resté coincé sur ce rebord. Un espace s'est donc formé ici. C'est là que les ennuis ont commencé pour la pyramide extérieure. C'est comme construire un château de sable. Si on ne le renforce pas, tout finit par s'écrouler. C'est la même chose. Mais il faut d'abord que la structure se fissure. Tant que c'est d'un seul tenant, ça tient. Quand on fait un château de sable, on sait qu'il va s'affaisser quand la première fissure apparaît. C'est ce qui s'est passé ici. D'après l'étude des scans, Steve comprend que la matière de l'enveloppe n'a jamais vraiment adhéré au noyau central et des failles ont commencé à apparaître. C'était le début de la fin pour la pyramide. Les faces se sont effondrées sous leur propre poids, formant les décombres qui entourent la structure aujourd'hui. Pour les Égyptiens, la première tentative de construction d'une pyramide parfaite a échoué. Qu'en est-il de la chambre funéraire? C'était la pièce la plus importante de l'édifice à l'époque. Pour mieux comprendre à quoi elle ressemblait, Dallas accompagne Peter Brand dans les entrailles de la pyramide. C'est fantastique de découvrir l'intérieur. Voilà la chambre funéraire principale. Où se trouvait la momie? Elle devait être étendue au sol, sur ce magnifique calcaire de Toura. Le corps était sûrement disposé dans le sens de la longueur. Et la pièce était remplie d'objets précieux, d'or, des biens du pharaon? Oui, je pense. À mon avis, le cercueil était en bois et pas en pierre. Le mobilier funéraire devait se trouver ici. On avait peut-être placé d'autres objets dans cette petite chambre. On ne sait pas exactement comment les éléments étaient agencés. La pièce n'était pas assez grande pour recevoir tous les biens du roi. Je pense qu'on l'enterrait avec les objets dont il était susceptible d'avoir besoin. Steve est impatient de découvrir les différences de construction entre cette chambre funéraire et celle de la pyramide à degrés. Dans cette première structure, elle était enfouie dans les profondeurs pour des raisons de stabilité. Ici, à Meydoum, Steve veut savoir si les Égyptiens sont parvenus à construire la chambre plus près du cœur de la pyramide. Pendant que Caitlin scanne la pièce, Steve l'étudie attentivement. Très vite, il constate qu'elle est bien plus travaillée. Ils ont compris comment créer de grandes voûtes grâce à la technique de l'encorbellement. J'imagine que chaque pierre est enfoncée aux 2/3 dans le mur et chevauche sur 1/3 une autre pierre. De cette façon, chaque pierre repose sur la précédente et on peut créer des volumes importants. L'encorbellement permet de répartir une poussée importante autour d'un espace fermé en posant les pierres les unes sur les autres.
Les ingénieurs égyptiens savaient donc comment canaliser le poids considérable exercé par la structure. Pour Steve, l'emploi de cette technique indiquerait qu'il savait alors créer une pièce dans la pyramide elle-même plutôt qu'en souterrain. Il découvre à présent les résultats du scan. Tu peux afficher la chambre funéraire? Le sol se trouve là. J'ai l'impression que la chambre funéraire est tout près du niveau de la roche naturelle. La base de la pyramide est cachée par une couche de sable. Les scans révèlent que la chambre funéraire fait bien partie de la structure de la pyramide, ce qui constitue un progrès remarquable. La masse de la pyramide pèse sur cette cavité. Avec cette voûte, le poids est réparti sur l'extérieur, puis sur la roche en dessous. Il ne peut pas écraser le toit de la chambre. La pyramide de Meydoum représente une avancée cruciale pour l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Pour la première fois, le corps du pharaon pouvait reposer à l'intérieur de l'ouvrage lui-même. Ils ont cherché comment placer la chambre au cœur de la pyramide. Je comprends quel est leur cheminement. À l'aide des scans, Steve s'est aperçu que les ingénieurs égyptiens commençaient à maîtriser la masse structurale de cet édifice monumental, qu'ils cherchaient à édifier une véritable pyramide et qu'ils avaient trouvé un moyen de construire une chambre funéraire à l'intérieur même de la structure. Mais avant de pouvoir bâtir la pyramide parfaite comme celle de Khéops à Gizeh, il leur restait une leçon primordiale à apprendre. À Dachour, site qui se trouve à 40 km de Meydoum, se trouve un ouvrage très particulier. On l'appelle la pyramide rhomboïdale car à mi-hauteur, l'inclinaison passe de 54 à 43 degrés. Construite vers 2560 avant Jésus-Christ, elle a été bâtie comme celle de Meydoum pour le pharaon Snéfrou. Elle mesure plus de 100 mètres de hauteur. C'était la pyramide la plus haute jamais construite à l'époque. Son revêtement lisse est très bien conservé. Son édification est radicalement différente de celles qui l'ont précédée. Deux hypothèses ont été avancées pour expliquer son apparence surprenante. Selon certains, ce serait une volonté de la part des architectes, mais la plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'il y a eu une erreur dans sa conception. Si j'étais le pharaon et qu'on me livrait cette pyramide, je dirais « J'aime bien, mais elle a une forme bizarre. » Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. On a l'impression que ça a été un peu bâclé. Les pierres sont irrégulières, elles ne sont pas bien alignées. Sur d'autres pyramides, elles étaient parfaitement collées les unes aux autres. Ici, on peut glisser la main entre les pierres. C'est une construction ratée. J'en serais pas très fier. Steve veut savoir si cette forme accidentée est un choix esthétique ou s'il y a eu un incident pendant la construction. Il espère que les scanners lui permettront de répondre à cette question. Ce qui m'intéresse, c'est de repérer les fissures pour comprendre pourquoi certaines parties se sont affaissées. Si on réalise un scan en haute résolution avec un objectif précis, on devrait pouvoir les repérer. Caitlin, qu'est-ce que tu en penses? Tu as raison, il faut se concentrer sur ce point en particulier pour ne rien manquer. Tandis que Malcolm et Caitlin effectuent les scans, Steve veut observer la pyramide de près. C'est le rêve de tous les ingénieurs de faire ça. J'ai l'impression d'être dans les veines des pyramides. Ça m'aide à saisir leur élaboration. Mais pour être franc, je suis assez déçu. Steve s'aperçoit que les blocs sont tous de formes différentes. Ils sont taillés grossièrement, leurs bords sont irréguliers et ils ne sont pas du tout alignés. Il se demande si cette pose désordonnée pourrait expliquer la forme de la pyramide. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Quand l'ouvrage a atteint 60, voire 75 mètres, les blocs ont commencé à bouger à cause du poids, un peu comme pendant un séisme. Tout le monde craignait que la pyramide s'effondre. C'est là, je crois, qu'on a choisi de lui donner cette forme étrange. Pour sauver la pyramide, les bâtisseurs auraient décidé d'achever le chantier au plus vite en construisant un sommet plus petit que prévu. Ils ont opté pour un angle plus aigu, pour aller au bout de l'édification. Voilà comment la pyramide rhomboïdale a été créée. Steve va analyser les scans pour confirmer sa théorie.
Il espère découvrir si la forme de la pyramide a été choisie par les architectes ou s'ils ont dû changer leur plan en cours de chantier. Dis-nous tout. Est-ce arrivé par erreur? Y a-t-il eu un problème structurel? Était-ce la forme voulue au départ? C'est passionnant, non? Avant de voir les scans, j'étais persuadé que cette irrégularité était due à un problème qui était survenu à ce niveau, et qu'ensuite, on avait choisi de boucler la construction rapidement. Je me disais que le centre de la pyramide s'était effondré et que le sol s'était tassé, ce qui avait entraîné l'affaissement des côtés. Peut-on en savoir plus grâce aux données? Là, on voit les blocs extérieurs. J'aimerais incruster un plan virtuel sur ces pierres pour voir si la face est bombée ou incurvée. Steve veut appliquer un plan aligné sur les blocs extérieurs de la partie basse de la pyramide afin de savoir si un problème structurel est survenu pendant la construction. D'après lui, si la face est incurvée, cela indique que l'intérieur de la pyramide s'est écroulé et que les bâtisseurs ont dû changer l'angle de l'inclinaison avant d'atteindre le sommet. Mais si la face est bombée, on peut en déduire que la pyramide était intacte quand le sommet a été ajouté. Le niveau inférieur se serait légèrement déformé sous le poids colossal de la structure. Les plans bleus ont été superposés au scan des 4 faces. Commençons par là. Les zones bleues indiquent que le plan est parfaitement aligné avec les blocs. Cette surface-là est complètement plane. Oui, c'est un plan qui s'aligne point pour point avec la face en pierre. Ici, au milieu, on constate que des blocs dépassent du plan. Cette face de la pyramide est donc bombée dans cette zone. Ça voudrait dire que ce n'était pas une erreur, ce serait un choix. Étudions une autre face. On dirait que c'est la même chose. Oui, elle est légèrement proéminente. Passons à la troisième face. C'est pareil. Et la quatrième face, idem. Que peut-on en déduire concernant ton hypothèse de départ? Que je me suis trompé. Après examen des scans, Steve est convaincu que le sommet de la pyramide était dessiné ainsi sur les plans de départ et non ajouté à la hâte. L'analyse structurelle nous montre que l'édifice a été conçu comme ça. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est même une grande réussite. La pyramide telle qu'on la voit aujourd'hui est conforme aux objectifs des architectes égyptiens. Ils avaient donc réussi à bâtir un ouvrage plus haut et plus grandiose que tout ce qui avait été fait jusque-là. Mais la chambre funéraire du pharaon a-t-elle aussi été construite selon un procédé inédit? Steve va découvrir que les ingénieurs avaient encore beaucoup progressé. Viens voir ça. Incroyable. C'est vraiment haut. C'est fou, non? Il doit bien y avoir 30 mètres de hauteur. On retrouve l'encorbellement. Et cette petite pierre ferme l'espace. C'est fou d'avoir ménagé un tel volume dans une pyramide. Ces blocs sont énormes. Et bien assemblés. Le volume de cette pièce haute et étroite est bien supérieur à celui des autres chambres funéraires. C'est une pièce fascinante. Elle est en mauvais état aujourd'hui, mais on voit quand même ce que les Égyptiens avaient en tête. Cette chambre avait un usage crucial. Elle est tellement haute qu'on a l'impression que c'est une illusion d'optique. Imaginez à quoi elle ressemblait le jour de l'inauguration de la pyramide. Ça devait être spectaculaire. Le plus impressionnant dans la pyramide rhomboïdale, c'est sa taille. Les architectes avaient déjà l'intention de bâtir un monument presque aussi immense que la pyramide de Khéops. Ils étaient très ambitieux. La chambre funéraire n'est pas en reste. Le plafond est à plus de 30 mètres du sol. Les scanners vont fournir à Steve un plan détaillé de la salle. Elle est presque 9 fois plus vaste que la chambre funéraire de Meydoum. À l'époque de sa construction, c'était la tombe la plus complexe jamais construite en Égypte. Les architectes maîtrisaient alors la technique pour bâtir des salles encore plus spacieuses
à l'intérieur de la pyramide. Ce qu'il faut retenir, c'est que les architectes menaient une réflexion sur la construction des salles dans les pyramides et cherchaient à créer des volumes importants. Ils avaient acquis le savoir-faire nécessaire. La chambre funéraire n'est pas le seul élément à avoir gagné en volume. Voici les 3 scans à l'échelle. Steve constate que les Égyptiens repoussaient sans cesse leurs limites pour réussir à construire la pyramide parfaite. Voilà la pyramide à degrés. Elle faisait à peu près la même taille que celle de Meidum. Quand on les compare à la pyramide rhomboïdale, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus large. Maintenant, intéressons-nous à leur hauteur. Tu vois comme elle est immense. L'étude des scans a montré que les bâtisseurs avaient beaucoup d'ambition sur ce chantier. La pyramide rhomboïdale a un volume de plus d'1 million de mètres cubes. Quant au plan de la chambre funéraire, il a beaucoup évolué depuis la pyramide à degrés et sa salle en sous-sol. Ici, c'est une pièce d'une hauteur étourdissante située au cœur de la pyramide. Nous avons examiné la première pyramide et suivi sa métamorphose au fil du temps. Mais pour comprendre les évolutions de la technique des ingénieurs, il faut scanner ce monument. Notre exploration de l'âge d'or des pyramides s'achève avec l'étude du chef-d'œuvre en la matière, la pyramide de Khéops. C'est la plus ancienne des 7 merveilles du monde et la seule qui soit encore en place aujourd'hui. Sa base carrée fait 230 mètres de côté. Elle est constituée de plus de 2 300 000 blocs de pierre d'un poids moyen de 2,5 tonnes. Elle a été édifiée aux alentours de 2550 avant notre ère pour le pharaon Khéops. La construction d'un ouvrage de cette taille et de cette forme est une prouesse technique. Moins d'1 siècle après avoir bâti leur première pyramide, les Égyptiens ont atteint la perfection. Elle demeure l'un des monuments les plus mystérieux au monde. L'équipe espère en percer les secrets grâce à leur scanner. Que peut-on voir qui n'a pas déjà été découvert dans cette pyramide? Que pourrait-on y trouver de nouveau? Avec cette technologie de pointe, on va collecter des données inédites et aller encore plus loin. Tous les ingénieurs du monde rêveraient d'être à ma place aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance. Grâce à cette nouvelle technologie, Steve souhaite trouver les réponses aux questions qu'il se pose. La construction de la pyramide de Khéops est-elle réellement précise? Est-ce la raison pour laquelle les bâtisseurs ont enfin réussi à édifier une pyramide parfaite après les échecs précédents? Steve espère en avoir bientôt le cœur net. J'aimerais pouvoir estimer la qualité de la construction, voir si les lignes sont bien horizontales. Je veux une vue sur le placement de chaque bloc dans la structure globale et une autre plus détaillée sur les espaces entre les blocs et leur assemblage. D'accord. Tandis que Caitlin et Malcolm commencent à scanner le monument, Dallas demande à l'égyptologue Vassil Dobrev de nous expliquer en quoi la pyramide de Khéops est une structure emblématique. Cet édifice est-il ce qui s'est fait de mieux en matière de conception et de construction de pyramides? Tout à fait. C'est avec cette pyramide que les ingénieurs ont trouvé les solutions à leurs problèmes. Khéops avait adopté une nouvelle méthode d'ingénierie. Plus aucune pyramide n'a été bâtie de cette façon par la suite, parce que c'était trop complexe. Pendant qu'on analyse la charpente de la pyramide, Steve va l'examiner de plus près pour déceler les différences avec celle construite auparavant. Il trouve immédiatement un indice qui explique cet exploit. C'est la première fois que les blocs sont vraiment plats. Ils ont réfléchi au concept d'assise, c'est-à-dire l'alignement des éléments de façon homogène, comme ce qui se fait aujourd'hui pour construire un mur. Comment les bâtisseurs ont-ils atteint un tel degré de précision? Ce paramètre explique-t-il la forme parfaite de la pyramide? Les données sont arrivées au QG. Steve a demandé à son équipe de superposer une ligne droite à une rangée de blocs, ce qui permet de voir que la pose a été réalisée avec une grande rigueur. Sur une longueur de 160 mètres, la ligne dévie de 3 cm seulement. Où que l'on regarde, tout est parfait. Il n'y a aucun défaut. Les proportions sont justes.
Tous les éléments étaient réunis pour construire une structure impeccable. Je suis très surpris de voir que les lignes sont vraiment horizontales. Rien ne dépasse. C'est irréprochable. Ils ont atteint la perfection. En pivotant le nuage de points, Steve et Vassil peuvent observer la pyramide du dessus, comme les Égyptiens voulaient la présenter au dieu du disque solaire, Ra. On la regarde du point de vue de Ra. C'est vrai. C'est comme ça qu'elle devait apparaître vue du ciel. Et là encore, on remarque que tout est réussi. L'aspect le plus délicat de la construction de la pyramide, c'est la liaison des 4 faces en un seul point. Vous imaginez, à 147 mètres de la base, ils sont parvenus à réaliser un sommet parfait. L'extérieur de la pyramide a donc été édifié avec une grande précision. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Steve entre dans la structure pour analyser sa caractéristique la plus importante, la chambre funéraire du pharaon. Les ingénieurs égyptiens ont-ils cette fois encore réussi un tour de force? La réponse est évidente. La salle rectangulaire est gigantesque. Elle pourrait abriter un appartement de 2 étages. C'est fou de se dire que tous ces efforts pour assembler ces millions de tonnes de pierres ont été fournis dans ce but. La construction de cette pièce, de cette boîte parfaite. C'est incroyable. La chambre est entièrement faite de blocs de granit rouge, tout comme les vestiges du sarcophage royal. Cette roche devait avoir une valeur inestimable à l'époque. C'est là qu'ont été déposées la momie de Khéops, ainsi que les trésors que le pharaon comptait emporter dans l'au-delà. D'après les archéologues, la chambre aurait été pillée pendant l'Antiquité. C'est assez impressionnant de se tenir ici, en plein cœur de la pyramide. Quand on réfléchit à l'âge de ces pierres, il y a de quoi avoir le vertige. Cette pièce comporte un élément particulièrement impressionnant. Contrairement aux chambres funéraires que nous avons scannées avant, celle-ci a un toit horizontal, ce qui représente une difficulté technique importante étant donné la masse de la construction qui le surplombe. Tout ce que les Égyptiens ont appris en un siècle est appliqué ici. Leurs idées se sont concrétisées avec cette pyramide. Dans les pyramides plus anciennes, les toits des chambres funéraires étaient voûtés grâce à la méthode de l'encorbellement. Ainsi, le poids de la structure était réparti autour de la salle. Il n'y avait aucun risque qu'elle s'effondre. Comment les architectes ont-ils réussi à construire ce toit plat? Steve est intrigué par les espaces vides situés au-dessus de la tombe du pharaon. Pour la première fois, ces antiques pièces vont être scannées. J'aimerais qu'on scanne chaque chambre pour qu'on puisse voir comment elles se superposent et qu'on étudie les forces qui s'exercent dans la pyramide. Malcolm et Caitlin doivent se faufiler dans des espaces étroits pour scanner les salles. Steve espère que ces données l'aideront à mieux comprendre la structure interne de la pyramide. Les scans ont été transférés au QG. Ils offrent un aperçu inédit du cœur de la pyramide. Les résultats sont saisissants. Le tombeau se situe au milieu de la pyramide. Il soutient donc un poids considérable. Tout se joue au-dessus du plafond plat de la chambre funéraire. Voilà la chambre funéraire. Là, on a le sarcophage. L'entrée se trouve ici. Au-dessus, on a les chambres de décharge. Au lieu de construire un toit en voûte pointue, comme dans les autres pyramides, les bâtisseurs ont choisi de faire reposer le poids sur des pièces cachées au-dessus de la chambre funéraire, qui pour la première fois dans l'histoire est équipée d'un toit plat. Ils ont transféré le poids vers l'extérieur en réalisant un encorbellement à ces niveaux-là. Dans la dernière chambre, ce sont des blocs énormes qui sont empilés. Les forces en présence au sommet doivent peser très fortement sur les pierres.
Les chambres de décharge sont l'une des structures les plus prodigieuses de l'histoire de l'architecture. Leur présence a permis la construction d'une chambre funéraire plus vaste et située plus haut dans la pyramide que ce qui s'était fait jusqu'alors. Ils ont façonné des blocs massifs qu'ils ont placés à l'extérieur des murs pour comprimer les bords de la chambre funéraire et réduire son volume. Ce principe avait déjà été mis en place dans des pyramides plus petites. Ici, il a été appliqué à une échelle monumentale. Les blocs sont placés en surplomb, non plus sur quelques centimètres, mais sur plusieurs mètres. La chambre située tout en haut a un toit en voûte pointue. C'est là que tout le poids de la pyramide est réparti. Les explorateurs qui nous ont précédés ont laissé leurs marques sur les murs de la salle, mais aucun n'a vu les profondeurs de la pyramide avec la précision offerte par les scans. C'est ici que la magie se produit. Le poids exercé par les centaines de milliers de tonnes de la pyramide est réparti autour de la chambre funéraire, qui se trouve à plusieurs mètres sous mes pieds, puis dans le sol. Ils ont inventé ce système pour pouvoir construire la chambre funéraire parfaite. Les scans nous permettent de découvrir l'intérieur de la pyramide d'un œil nouveau. Soudain, l'égyptologue Vassil Dobrev remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les spécialistes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur l'emplacement exact de la chambre funéraire. Pour Vassil, elle se trouverait sous la face ouest. L'examen des scans lui permet de découvrir le lieu exact où elle est nichée. Malcolm, tu peux afficher une ligne verticale qui va du centre du sarcophage jusqu'au sommet de la pyramide? Et maintenant, la vue en plan. La chambre est plus au sud qu'à l'ouest. Ce n'est pas du tout ce qu'indiquent les plans. Habituellement, on la place ici. C'est la première fois que Vassil voit la position exacte de la chambre funéraire. D'après les scans, elle est située au sud-est de la pyramide. Elle est en fait au sud-est. Regardez, c'est intéressant. Elle se trouve très précisément sur la diagonale, sur l'arête. Pour Vassil, c'est une révélation. L'emplacement de la chambre funéraire semble logique. Selon une hypothèse avancée par des historiens, il se pourrait que les arêtes sud-est des trois pyramides soient alignées pour désigner Héliopolis, le principal lieu d'adoration du dieu solaire Ra. Maintenant que la position de la chambre funéraire est confirmée, Vassil est convaincu que cette théorie est fondée. Les arêtes sud-est sont alignées et pointent vers Héliopolis. C'est peut-être ce qu'indique l'emplacement de la chambre. Vous avez l'air complètement ébahi. Je dois conduire de nouvelles recherches. Je prends conscience que l'angle sud-est du monument a une importance. Vous venez de bouleverser nos connaissances. C'est formidable. L'interprétation des données peut vous permettre de faire de nouvelles découvertes. Et c'est la même chose pour moi. Vous avez ouvert une porte qui en cache des dizaines d'autres. Je vais devoir changer certains passages de ma thèse. Grâce au scan, notre équipe a mis au jour des informations inédites sur les pyramides. Nous savons maintenant comment les techniques de construction des Égyptiens ont évolué en un siècle, depuis la pyramide à degrés jusqu'au prodige d'ingénierie de Gizeh. Les scans ont aussi révélé que chaque erreur et chaque réussite des chantiers plus anciens ont permis aux ingénieurs d'atteindre la perfection avec la pyramide de Khéops. Et ils ont mis en lumière des faits qui pourraient bousculer les connaissances établies sur ces monuments antiques.